Bonjour Monsieur Lochon, je suis ravie de vous recevoir au sein du Centre international de recherche et d'analyse. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la TACIA au sein du pôle de terrorisme et radicalisation. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Oui, écoutez, je vous remercie de votre invitation. D'abord, je veux vous féliciter pour cette revue que vous avez faite, la revue des ambassadeurs, c'est vraiment remarquable. Tous mes compliments et je suis très heureux de... J'avais rencontré la première fois M. Alexandre Nigus et je suis très heureux de collaborer très modestement avec vous. Voilà. Alors, bon, j'ai passé 25 ans au Moyen-Orient, j'étais donc lecteur et attaché culturel, et puis en rentrant, on m'a demandé d'assurer la direction des études au CHEAM, le Centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie moderne, qui dépendait à l'époque, le CHEAM n'existe plus, de Sciences Po, mais pour fonctionnaires. Donc, je continue à donner des cours à Paris 2, qui sont des cours relatifs à la civilisation arabo-musulmane, dans un contexte de droit des affaires arabes. Alors, vous parlez de taqiyya, c'est un mot qui revient souvent dans la politique. Taqiyya, en fait, c'est quelque chose, me semble-t-il, même si vous dites que la racine est arabe, ce n'est pas, me semble-t-il, un contexte arabo-musulman. C'est avant l'islam. C'est-à-dire tout ce qui entourait notamment la symbolique des rois sassanides, c'était tout ce qui touchait aux rois, on n'en parlait pas. Il y avait une sorte de chape de plomb, et donc on respectait au niveau court, on ne disait pas ce que le roi faisait. Puis il y a la question importante dans la population. Vous connaissez dans le monde islamo-arabe l'importance des corporations. Ce sont des corporations de métiers. Ces corporations de métiers sont basées sur des procédés techniques que les artisans souhaitaient cacher. Et donc, il y avait dans la société civile, il y avait l'équivalent de la taqiyya, c'est-à-dire qu'on taisait les secrets de la soie. Vous savez très bien que, notamment, ça a été une divulgation en ce qui concerne l'imprimerie, mais l'imprimerie a été très longtemps, elle était à Samarcande, et puis il y a eu, on a divulgué, mais pendant très longtemps, l'Occident voyait des écrits imprimés et ne comprenait pas comment c'était. Donc la taqiyya est en fait quelque chose qui a précédé l'islam et qui a été adopté. Il a été adopté non pas lorsque les Arabes, qui vous savez sont des Bédouins, au départ, l'islam s'est développé donc dans l'Arabie, dans un monde nomade, et donc il n'y avait pas, c'est un monde nomade qui était dépourvu de corporations, de métiers, et puis d'une cour comme était à l'époque la cour byzantine ou la cour sassanide. Et donc, de ce fait-là, il n'y avait pas recours à cacher. Par exemple, lorsque l'islam a été divulgué, il a été divulgué tel quel. On n'a pas dit surtout ne dites pas cela, etc. Non, tout ça était ouvert. Et donc, l'islam s'est développé au temps du prophète, et puis ensuite, assez rapidement, dans des milieux qu'on a appelés par la suite sunnites, de façon sans privilégier du tout aucun secret. C'était quelque chose qui était offert à tout le monde. Simplement, en ce qui concerne notamment les versets coraniques, il pouvait y avoir des explications différentes selon le niveau de connaissance qu'avait le décrypteur. Mais, en même temps que,
après la mort du prophète, il y a donc les 4 califes rachidites, c'est-à-dire ceux qui ont suivi pendant une vingtaine d'années la mort du prophète. Il y a eu un mouvement qui s'est mis en place et qui était un mouvement sans doute inspiré de la succession qui était dans les cours sassanides et byzantines, c'est-à-dire en primogéniture. C'est-à-dire que le fils aîné succédait au père. En ce qui concernait le prophète, comme vous le savez, le prophète n'avait pas de fils quand il est mort, et donc la succession allait aller à la personne qui était la plus proche de lui. Et donc son cousin germain, qui était à la fois son gendre, Ali ibn Talib. Et donc les partisans d'Ali se sont trouvés en minorité parce que il y avait le courant opposé à la succession du prophète par primogéniture, à la mode, si vous voulez, impériale. Il y avait ceux qui voulaient une succession tribale, c'est-à-dire que les grands cheikhs de tribus se réunissent et vont élire un successeur du prophète. C'est donc une succession tribale, c'est-à-dire donc on discute entre pairs, entre gens qui sont du même niveau, et puis on va élire quelqu'un. Mais étant donné que les partisans d'Ali, que l'on appelle Alides, mais ensuite on va les appeler d'un nom chiite, qui est en arabe, le mot shi'a veut dire le parti. Donc ça sera les partisans, si vous voulez. Donc les partisans, c'était les partisans d'Ali. Et comme ils ont commencé à être opprimés, et on les a mis de côté, Ali ne pourra succéder que comme 4e calife. Si vous voulez, il y aura 3 autres califes qui ne seront pas lui, puis le 4e calife, et vous savez qu'il ne va pas tenir longtemps et qu'on va l'assassiner. Donc, le chiisme, donc courant minoritaire, est inspiré précisément des conceptions de succession impériale. Les partisans ont pris, afin de pouvoir tenir et peut-être rester en vie, ont pris l'habitude de cacher leurs convictions. Et donc d'utiliser alors ce mot arabe, taqiyya, qui consiste à dire, si on leur dit vous êtes un alide, vous soutenez Ali, eh bien de nier, parce que la taqiyya permet de garder la personne en vie, si l'on peut dire. Vous voyez, quand il y a une persécution. Et donc, les mouvements, la taqiyya a été utilisée dans les mouvements parallèles au sunnisme. Et donc, comme vous le savez, il y a eu d'abord les alides, c'est-à-dire ceux qui étaient auprès d'Ali, et puis ensuite les descendants d'Ali sur 12 générations. C'est-à-dire qu'on s'est arrêté à la 12e génération des descendants du prophète par son gendre Ali. Et donc ces 12 imams, on les appelait imams, ces 12 imams, leur vie a été en danger constamment, dans la mesure où le régime, comme vous le savez, après les 4 califes rachidites, c'est-à-dire pendant 20 ans, il y a eu un coup d'État par un général arabe, Muawiyah, qui a instauré la dynastie omeyyade à Damas, à partir de 661. Et donc, elle va durer 100 ans,
Mais pendant ces 100 ans, les descendants du prophète vont être souvent assassinés. Donc, ils se cacheront. Et leurs disciples nieront leur appartenance à eux, mais aussi l'endroit où ils se cachent. Et donc, le chiisme a été le lieu islamique de la taqiyya. Vous voyez, qui a été imposé finalement par la politique. Donc, par la suite, on arrive au 6e calife, Sadr ibn Ja'far, et lui, l'un de ses fils, Ismaïl. À partir d'Ismaïl, il va y avoir un courant que l'on va appeler ismaélien. Les Ismaéliens vont adopter un certain nombre de théories et de conceptions qui ne sont plus islamiques, mais qui sont d'influence orientale, hindoue, par exemple la réincarnation. Et dans ce cas-là, ils vont être obligés de cacher leur doctrine. C'est pour ça que la grande encyclopédie, à peu près vers 950, s'appelle, c'est l'encyclopédie des frères de la pureté. Il s'appelle les frères de la pureté. Vous voyez, frère, c'est une connotation déjà de fraternité cachée. Voyez. Et les frères de la pureté vont développer une encyclopédie dans laquelle ils vont mettre tout ce qui est l'influence indienne, l'influence iranienne, et puis l'influence arabe. Et donc, vous avez tout d'un coup une encyclopédie qui dépasse largement l'islam de base. Et donc, contre eux, les tenants de l'islam traditionnel et littéraliste par rapport au Coran vont naturellement les persécuter. Et donc, il va y avoir tout le long, ça va durer à peu près jusqu'au XVIe siècle, c'est-à-dire que les chiites vont être obligés à se cacher et donc à adopter la taqiyya. Ceci va arriver jusqu'en 1501, c'est assez facile à se rappeler. C'est un shir de confrérie. Les confréries jouent un rôle important. Nous avons parlé des corporations de métiers qui ont des secrets à garder. Et les confréries, c'est aussi un islam qui n'est pas officiel. C'est un islam un peu caché. C'est un islam de proximité. C'est un islam de solidarité. Et qui est donc différent d'un islam politique. Et les confréries, les corporations, les chiites et les épigones, c'est-à-dire donc les Ismaéliens, et puis des Ismaéliens viennent les Druzes, vous le savez. Et puis en Syrie, vous avez les Alaouites, les Ismaéliens reconnaissent le 7e imam, les Alaouites reconnaissent le 11e imam. Ils s'arrêtent là, pas les 12 imams. Et puis, il y a l'islam chiite de l'Iran avec ses 12 imams. Mais toutes ces unités politiques ou ces sociétés secrètes conservent la taqiyya pour des raisons, comme nous l'avons dit, des raisons de sauvegarde. Alors, sauvegarde les secrets que l'on passe d'une génération à l'autre. Quand on est un ébéniste, par exemple, quand on va donner à son fils la possibilité de travailler le mieux possible avec art, n'est-ce pas? Ça, ce sont des secrets de métier. Et puis, il y a les secrets relatifs à la connaissance, notamment des imams, qui est diffusée et qui est diffusée dans des réseaux parallèles à ceux de l'islam politique. Donc, la taqiyya, nous disions, va durer jusqu'en 1500, puisqu'en 1500, un shir de confrérie, qui est un turcoman d'ailleurs, va prendre le pouvoir, c'est un sunnite, il va se révolter contre
l'hégémonie sunnite de l'époque, qui est l'Empire ottoman, qui a commencé depuis 1350. Et puis, ils vont prendre Constantinople, au milieu du XVe siècle. Et donc, c'est eux les tenants du sunnisme. Et donc, les chiites vont se cacher d'eux, puisque les chiites seront persécutés par l'islam sunnite ottoman. Et donc, ce shir ottoman, lui, passe au chiisme, alors qu'il est sunnite. Il passe au chiisme pour créer une force anti-ottomane. Et donc, il va prendre le pouvoir à Tabriz, et donc dans le nord de l'Iran, et c'est lui qui va introduire le chiisme en Iran. L'Iran n'était pas chiite à l'époque, l'Iran était encore sunnite. Il y avait des poches chiites, mais il va chiitiser l'ensemble de l'Iran en un siècle. C'était entre 1500 et 1600. Mais par rapport au sunnisme, naturellement, le chiisme va être le principal ennemi du sunnisme. Donc, la lutte entre l'Iran et puis, bien sûr, l'Iran et la Turquie. Et en 2018, nous avons les mêmes problèmes en ce qui concerne la Syrie, les dérives des uns et des autres, et surtout leur volonté de mettre la Syrie sous leur hégémonie. Vous voyez, ça continue. Est-ce que la Taqiyya leur a permis de continuer? Voilà. Alors, si vous voulez, la Taqiyya est quelque chose qui était du domaine chiite, mais pas seulement du domaine chiite. Dans le domaine sunnite, c'était celui des confréries qui avaient donc quelque chose à cacher, et puis des corporations qui avaient aussi quelque chose à cacher. Vous voyez, c'est-à-dire finalement, ce monde musulman, ce monde islamique, est un monde qui est rempli de mystères, parce que il y a l'islam officiel, auquel tout le monde feint de croire, et puis il y a tous les islams périphériques, et toutes les théories que les hommes créent dans l'islam. Mais on voit aujourd'hui que la Taqiyya est reprise par des groupes extrémistes comme Al-Qaïda ou maintenant encore Daesh. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer maintenant que c'est devenu une sorte de doctrine politique qui est un petit peu entre guillemets instrumentalisée? Alors, vous avez tout à fait raison, bien sûr, je ne dirais pas que la Taqiyya a été surtout utilisée par les chiites. Puis nous arrivons quand même au XXe siècle avec une confrérie qui se met en place, notamment en Égypte, et qui va s'appeler les Frères musulmans. Et les Frères musulmans donc se mettent en place dans la décade 1920, en 1929, ils créent cette confrérie des Frères musulmans. L'approche, c'est qu'ils s'appellent les frères, vous voyez, comme dans une confrérie, et les Ikhwan al-Muslimin. Donc ces frères, eux, vont appartenir à au départ, c'est comme une confrérie. C'est-à-dire que c'est comme une confrérie, c'est-à-dire qu'il y a des secrets. Mais nous sommes en milieu sunnite. Et ces sunnites, finalement, frères musulmans, vont adopter la Taqiyya. C'est-à-dire qu'ils vont adopter la Taqiyya pour cacher précisément l'infrastructure interne des frères musulmans qui est sur 3 niveaux et qu'il est toujours resté d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez tout en haut de la pyramide, vous avez un conseil supérieur qui décide finalement. Puis vous avez un deuxième étage où se trouvent ceux qui reçoivent les ordres du Conseil supérieur et qui les exécutent, c'est-à-dire donc ce sont des gens qui ont été choisis parmi ceux du 3e étage, c'est-à-dire, vous voyez, en Égypte, on compte à peu près 2 millions de frères musulmans. Sur les 2 millions de frères musulmans, vous avez à peu près 10 000 personnes qui sont sorties du rang
et qui recevront des ordres pour maintenir la confrérie. Et puis au-dessus de ces 10 000, ou peut-être parmi ces 10 000, il y a 200 ou 300 qui représentent le pouvoir décisionnaire. Mais cette confrérie, tant qu'elle a joué un rôle non politique, et au départ, c'était une question de solidarité islamique, c'est-à-dire aider les pauvres, etc. Et on a vu, même dans des événements récents, en 1991, quand il y a eu le tremblement de terre du Caire, les frères musulmans ont été ceux qui ont été aidés. C'est pas, le gouvernement n'a presque rien fait. Les frères musulmans ont toujours été en Égypte, entre autres, mais ils ont été un peu partout après. Ils ont été d'abord un organisme extérieur de bienfaisance. Mais il y avait la taqiyya qui était l'emprise politique. C'est-à-dire que le désir le désir de se placer du point de vue politique. Alors, ça a été, vous le savez, caché. On a dit que, par exemple, un personnage comme le président Sadat faisait partie des frères musulmans. Donc, il y avait, les frères musulmans étaient aussi dans l'armée, n'est-ce pas? Mais c'était secret, naturellement. Et on sait que lorsque Nasser va prendre le pouvoir, les frères musulmans qui avaient été persécutés par le régime royal avant 1952, donc ils vont soutenir Nasser, et puis ensuite, très rapidement, ils vont voir que Nasser va vers une dictature qui n'est pas du tout ce qu'ils comptent installer en Égypte. Ils veulent installer plutôt, non pas une dictature politique, mais une dictature religieuse. Et donc, ils vont essayer de tuer, il va y avoir un attentat, et puis les frères musulmans vont être persécutés sous Nasser. Et puis, vous arrivez à l'époque, la mort de Nasser, Sadat prend le pouvoir, Sadat, donc ancien frère musulman, étant donné que Nasser s'était appuyé aussi sur l'aile gauche et sur les communistes, il va y avoir une épuration des forces de gauche et des communistes, notamment dans l'université. C'est une période que j'ai connue, puisque à ce moment-là, j'étais donc à l'université de Ain Shams en Égypte et de l'Azhar, et donc j'ai connu cette épuration qui a fait que Sadat, peu à peu, s'est rapproché des frères musulmans, vous voyez, en s'appuyant sur les frères musulmans. Mais ce qui s'est passé, c'est que les frères musulmans, qui étaient quand même les représentants d'un islam politique, d'un islam d'instrumentalisation politique, ont été dépassés par des forces encore plus extrémistes, qui sont appelées Gamma al-Islamiyya, c'est-à-dire l'union, si vous voulez, islamique. Et Sadat, vous le savez, sera assassiné également, mais pas par des frères musulmans, par des organismes salafistes, c'est-à-dire donc qui veulent un islam le plus, disons, le plus limité, le plus littéraliste vis-à-vis du Coran. Et donc, les frères musulmans vont rester, finalement se politiser davantage, mais se politiser ouvertement, c'est-à-dire perdre un peu leur secret, même s'ils sont gardés en ce qui concerne notamment l'infrastructure, et ils vont rentrer dans des partis politiques. L'Égypte de Moubarak aura interdit qu'un parti prenne le nom d'un religieux, par exemple, il ne peut pas y avoir le parti de l'islam, par exemple. Donc, ils vont rentrer dans des partis qui existent déjà. Par exemple, l'ancien parti Waft,
qui était le parti nationaliste égyptien depuis l'indépendance, ils vont rentrer dans le Wafd. Et donc, ils vont se politiser, c'est-à-dire donc rentrer un peu dans la société civile. Vous voyez, et ceci, ça va être pratiquement jusqu'à le régime actuel est naturellement un régime très militaire. L'Égypte n'aura eu que des présidents finalement qui sont des militaires, sauf la période où il y a eu Morsi, c'est-à-dire donc récemment, à partir de 2011, les frères musulmans ont repris, si vous voulez, le combat politique, et à ce moment-là, il y a eu chez eux une sorte de rétraction, c'est-à-dire que la question n'était pas de faire une politique d'alliance, d'union nationale, mais il fallait imposer le parti religieux. Et donc à ce moment-là, Morsi, qui a été soutenu par une grande partie de la population égyptienne, parce que les frères musulmans étaient connus pour être un peu les assistants sociaux de la population, n'est-ce pas, la Croix-Rouge locale, si l'on peut dire. Ils ont beaucoup aidé en ce qui concerne les pauvres, etc. Mais Morsi, là, a sorti les cartes cachées de l'islam de l'islam sunnite extrémiste, et à ce moment-là, naturellement, a voulu islamiser davantage et surtout faire que on a sorti la grande carte de la charia, c'est-à-dire donc la loi islamique. Vous savez que contrairement à ce que pensent les juristes, une loi, je parle sous le contrôle d'Alexandre, une loi est évolutive. On ne peut pas bloquer une loi et dire que c'est une loi qui va durer jusqu'à la fin de l'humanité. Et c'est ce que les frères musulmans ont voulu faire, c'est-à-dire imposer la charia et puis ne rien changer. Toujours jusqu'à la fin du monde, l'inégalité des non-musulmans par rapport aux musulmans, l'inégalité de la femme par rapport à l'homme, etc. Toutes les inégalités possibles, ce qui est naturellement... voilà. Et donc, c'est à nouveau un régime, un régime militaire qui a fait partir les frères musulmans. Donc les frères musulmans sont poursuivis actuellement. Les observateurs sur l'Égypte disent effectivement qu'ils continuent certainement à avoir une influence assez importante, mais pour l'instant, c'est un système non seulement militaire, mais un système policier très fort, et donc ils sont bloqués. Et du coup, on voit maintenant qu'il y a un basculement aussi, une appropriation aussi de ce terme par les groupes djihadistes maintenant. Voilà. Alors, effectivement, je crois que vous avez bien fait de marquer chronologiquement ces deux aspects, c'est-à-dire que le premier aspect où seulement le chiisme développera la taqiyya avec tous les mouvements rattachés au chiisme, comme nous en avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire donc il y a aussi les Zaïdites au Yémen, et puis donc les Ismaéliens, les Druzes, les Alaouites, et donc cette taqiyya a été une taqiyya finalement développée dans des milieux chiites. Et puis, les frères musulmans ont fait qu'eux aussi ont adopté la taqiyya. Mais comme si vous voulez, comme instrument politique. C'est-à-dire, pour cacher, exactement, on a essayé de l'expliquer tout à l'heure, pour cacher effectivement ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire conquérir le pouvoir finalement, et puis imposer la charia. Et donc, depuis l'évolution d'Al-Qaïda, c'est-à-dire donc
il y a eu avec les talibans qui l'ont soutenu en Afghanistan et qui sont toujours présents et toujours dangereux, l'Al-Qaïda a été un mouvement qui a été surtout un mouvement d'instrumentalisation politique, mais étant donné que Zawahiri, par exemple, donc, qui a été le numéro 2 et qui est maintenant le numéro 1, c'est quelqu'un qui était un peu dans les frères musulmans. Vous voyez, c'était un peu une excroissance des frères musulmans. Et donc les qaïdistes, ceux qui soutiennent la Qaïda, ont en fait utilisé la taqiyya pour se cacher, naturellement. C'est-à-dire c'est devenu un système politique pour ne pas apparaître comme ils sont. Et de l'Al-Qaïda, on est passé à Daesh, c'est-à-dire voilà des mouvements ultra sunnites, anti-chiites, puisque, comme vous savez, dans une ville comme Mossoul, quand ils sont arrivés, ils ont détruit d'abord les mosquées chiites. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est à nouveau une lutte contre les chiites, mais ils utilisent la taqiyya comme moyen de faire un gouvernement qui n'apparaît pas. C'est-à-dire, c'est en fait la structure dont nous avons parlé tout à l'heure des frères musulmans qui réapparaît. Vous avez les dirigeants qui sont très secrets. Après tout, Abu Bakr al-Baghdadi, on ne sait pas du tout où il est, s'il est mort, etc. On le cache, si vous voulez, on cache les dirigeants. Et puis ensuite, il y a le deuxième étage qui est formé par les exécutants. Donc ces exécutants, on va les faire venir des banlieues parisiennes, londoniennes, etc., du monde entier, hein, ou des Afghans, des Tchétchènes, etc. Tous ces gens-là vont servir comme militants et comme miliciens. Et puis au-dessous, il y aura le pauvre peuple musulman qui, lui, il sert un peu de chair à canon. Ils n'ont plus aucune responsabilité politique et ils sont obligés de subir un régime qui, franchement, maintenant que nous voyons de plus en plus comment s'est passée la dictature d'Al-Qaïda en Irak et en Syrie, on s'aperçoit que ce sont des gens qui sont incapables de diriger un pays. Et maintenant que nous faisons, avec le retard qu'on a pris, non pas du retard, mais du recul, on s'aperçoit que les frères musulmans, quand ils ont été au pouvoir, ont été incapables, économiquement, de manière gestionnaire, un pays comme l'Égypte, ils ont été absolument incapables de le diriger. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit en fait que ces mouvements qui utilisent la taqiyya comme instrument politique sont incapables finalement de diriger un pays, une communauté, etc. Et j'irai même plus loin, si l'on regarde par exemple le régime iranien actuel, qui est également basé, parce que chiite, sur une taqiyya, on s'aperçoit effectivement que c'est un régime où le président de la République, lui, a été élu, tandis que celui qui est considéré comme le conseiller religieux n'est pas élu par le peuple et dirige en fait, c'est-à-dire la suprématie du clerc sur le civil, hein,
c'est la doctrine de l'État islamique chiite qui est que le clerc, c'est-à-dire le religieux, il a voix sur le politique. Le politique, il est le numéro 2 par rapport au religieux. Et dans cette sphère religieuse, il y a la taqiyya qui règne, donc on ne sait pas très bien qui dirige, etc. C'est très obscur. Le régime chiite, notamment autour d'abord de Khomeini, puis ensuite de Khamenei, actuellement, a développé un certain nombre de corporations, d'institutions industrielles, etc., qui marchent dans une non-transparence absolue. C'est-à-dire, donc, la taqiyya sert aussi à cacher, mais on s'aperçoit finalement, est-ce que ça peut être une conclusion qui pourrait être définitive, c'est que les régimes à taqiyya sont des régimes qui ne marchent pas, ou qui marchent par la terreur pendant quelque temps. Très bien, je vous remercie infiniment pour cette interview passionnante. Merci beaucoup, Monsieur Hochon. Je vous en prie, c'est un plaisir, voilà. Oui,